Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ces résultats du baromètre Julius Sterwen IFOP, que nous avons appelé cette année Hybridation, un monde du travail en clair-obscur. On va y revenir durant toute cette présentation. Alors pour m'accompagner ce matin, nous avons Isabelle Trévilly, qui est directrice du pôle média de l'IFOP, bien sûr, média et digital, et David Groton, qui est directeur dans notre practice Digital Employee Experience chez Julius Sterwen. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, quelques mots peut-être sur Julius Sterwen. Julius Sterwen, donc c'est la fusion de deux cabinets en 2015 qui étaient Bernard Julier, spécialisé du développement des ressources humaines et du capital humain, et de Sterwen, cabinet stratégie organisation. Et depuis 2015, nous avons cru avec cette promesse qui était de dire qu'on a plus de chances de réussir une transformation si on a un double regard people et business. Et depuis qu'on a élargi à la transformation agile et au digital. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 480 collaborateurs avec un chiffre d'affaires en 2021 de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et avec toujours un enjeu fort chez nous, c'est la recherche et le développement, dont fait partie entre autres ce baromètre que nous avons lancé donc il y a 6 ans. Si je reviens sur la notion de Figital, alors pour ceux qui veulent poser des questions, donc sur votre droite, pour ceux qui sont familiarisés avec GoToWebinar, vous savez que sur votre droite, vous avez la possibilité de nous poser des questions. Ces questions arriveront directement chez Judith, qui est notre directrice de la communication chez Julius Sterwen, et c'est Judith qui se fera votre porte-parole et qui donc posera ces questions à la fin de notre séminaire. On prévoit à peu près environ 30-35 minutes de présentation et on se laissera 25 minutes pour répondre à vos questions. Si vous n'entendez pas, cliquez sur la petite flèche orange, n'hésitez pas là aussi. Ça fait partie, je dirais, des petits signaux qu'il faut avoir en tête si jamais vous aviez un problème de connexion. Point important, c'est une petite subtilité. Vous voyez là-haut, en haut de notre slide, Digital Workplace. C'est une notion qu'on a entérinée l'année dernière déjà pour le 5e baromètre. Cette notion de Figital, on l'a intégrée pourquoi? Parce que pendant les 4 premières éditions de notre baromètre, on était axé sur 3 dimensions qui étaient la dimension outils, la dimension organisation et la dimension managériale. Et avec l'arrivée de David qui nous a rejoint il y a 2 ans, on s'est intéressé à la notion d'environnement de travail, si bien qu'aujourd'hui, ce baromètre va visiter 4 dimensions qu'on va vous présenter dans un instant avec David et Isabelle. La notion d'hybridation, un monde du travail en clair-obscur, on a beaucoup hésité sur le titre pour caractériser ce baromètre cette année. Et vous allez comprendre pourquoi on l'a appelé en clair-obscur dans un instant. Évidemment, ça veut dire qu'il y a des choses bénéfiques et puis il y a des points de vigilance sur lesquels il faut quand même attirer notre attention et sur lesquels on souhaite attirer votre attention par rapport à ces résultats qu'on va vous présenter dans un instant. Si on s'intéresse à la méthodologie, alors elle est assez classique, c'est un échantillon représentatif de la population française, tous secteurs. Avec un point, c'est que depuis 3 ans maintenant, nous nous intéressons uniquement aux entreprises de plus de 500 salariés. Tout au début de des premières éditions, on s'intéressait aussi aux PME, pardon. Et là, depuis 3 ans, on est sur les entreprises de plus de 500 salariés. On a interviewé 1002 collaborateurs, dont 345 managers. Mais comme vous l'avez compris, cette dimension managériale est importante pour notre baromètre, on rajoute 300 managers supplémentaires. Donc on synthèse, si vous m'avez bien suivi, on a 1302 personnes qui ont été interrogées, dont au total 645 managers représentatifs donc, de la population française et des entreprises de plus de 500 salariés. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans les premiers résultats. Et premier sujet qui est la transformation digitale, la nouvelle odyssée du manager. Ici, comme chaque année, on fait un focus sur l'évolution
de l'impact de la révolution digitale auprès de la population, de savoir comment elles perçoivent la révolution digitale. Et je vais donc laisser la parole à Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Premier indicateur que je vais vous présenter ici, c'est un indicateur historique que l'on suit depuis le début du baromètre, qui est une question clé à notre sens, qui est le sentiment de vivre ou non une révolution avec la transformation numérique. Comme vous pouvez le voir, premier constat, ce sentiment est relativement stable depuis 5 ans maintenant, puisqu'on a aujourd'hui 61% de l'ensemble des collaborateurs interrogés qui estiment vivre une révolution avec la transformation numérique au sein de leur entreprise. On s'est intéressé ensuite à la perception des managers d'un côté versus les non-managers de l'autre. Et un point qui nous a paru particulièrement intéressant à noter, c'est, comme vous pouvez le voir en bas à droite du slide, le regain que l'on observe auprès des managers qui, après une légère baisse en 2020, donc après cette année de crise un peu particulière, enregistre une remontée sur ce sentiment de vivre une révolution avec la transformation numérique, puisqu'on est aujourd'hui à 75% des managers qui l'expriment. C'est un niveau jamais atteint, vous le voyez, depuis la première édition du baromètre, donc un niveau très fort, puisque les 3/4 des managers ont ce sentiment. Vous le voyez en revanche, cette perception est toujours un peu plus mesurée auprès des non-managers. C'est un phénomène historique que l'on a pu noter dans ce baromètre depuis son lancement. Donc, au-delà de ce sentiment, ce qui nous a paru intéressant à mesurer, c'est de savoir dans quelle mesure cette révolution digitale avait ou non un impact positif. Donc, la question de l'impact se pose pour nous à la fois pour soi, à titre personnel en tant que collaborateur, mais aussi pour l'entreprise. Indéniablement, on voit que cet impact est globalement positif, en particulier pour les managers, puisque vous voyez que 72% d'entre eux, donc ce sont les courbes grises, ont le sentiment que cette transformation numérique a un impact positif pour eux à titre personnel, et 75% a un impact positif pour leur entreprise. Là encore, vous pouvez le constater, on observe également ce regain dont on vous a parlé précédemment, donc sur le sentiment global de révolution numérique, qu'on retrouve auprès des managers quant à l'impact positif perçu pour son entreprise, 75% ici encore. Quand on observe ce qu'il se passe auprès de l'ensemble des collaborateurs, c'est la courbe que vous voyez en bleu foncé, cet impact positif est en revanche situé à un cran en dessous. Ça a toujours été le cas dans le baromètre et il est très légèrement décroissant. On voit qu'il suit une tendance plutôt baissière, comme si la transformation digitale, finalement, elle concernait vraiment particulièrement les managers. C'est vraiment la cible qu'elle réussit à embarquer. Plus globalement, nous nous sommes intéressés aux transformations impulsées par la crise sanitaire. Donc ça, c'est une question qu'on a intégrée dans l'édition précédente du baromètre, bien évidemment, compte tenu du contexte, et qu'on a souhaité suivre cette année. La question étant, quels étaient, selon les collaborateurs interrogés, les éléments pour lesquels la crise sanitaire a été un accélérateur. De facto, vous pouvez le voir, on a eu une accélération du développement du télétravail, bien évidemment. Et ça reste le premier marqueur, très loin devant, pointé par 49% des collaborateurs. Mais ce qui est intéressant à observer cette année, c'est qu'on voit aussi apparaître une progression sur de nombreuses autres dimensions, avec des managers qui sont encore plus concernés, encore plus conscients de ces transformations que ne le sont l'ensemble des collaborateurs. Et ces dimensions donc, qui ont été également transformées, pour lesquelles la crise a été un accélérateur, sont multiples. Elles concernent l'organisation, transformation de l'organisation, 37% des managers nous le signalent, nous le pointent. Bien évidemment, et c'est un point sur lequel on reviendra ultérieurement dans la présentation, l'utilisation d'outils digitaux ou de plateformes collaboratives qui est en progression. Plus globalement, la digitalisation des processus,
mais également pour les managers, l'émergence de nouvelles pratiques managériales hybrides, donc qui vont nécessiter pour eux le fait d'allier le management de collaborateurs à la fois en présentiel et en distanciel, ou encore une nouvelle gestion de la relation client. On est donc bien ici, vous pouvez le constater, dans un environnement vraiment en mouvement et qui va effectivement constituer un vrai challenge pour les managers. Donc, dans ce contexte de transformation multiple, les managers nous semblent être en quête de nouveaux repères. Pourquoi des nouveaux repères? Parce qu'en fait, ils vont faire face à la fois à des évolutions positives, comme le disait Julien tout à l'heure, des évolutions bénéfiques, mais aussi à des points qui nous paraissent un peu plus critiques, d'où l'intitulé choisi pour ce baromètre, donc qu'a mis en avant Julien tout à l'heure, de clair-obscur, et vous allez comprendre pourquoi. Nous suivons dans le baromètre depuis le début l'impact du digital sur les liens, donc les liens au sein des équipes d'une part, et les liens vis-à-vis de son N+1 d'autre part. Vous pouvez voir en haut du slide, donc le graphique bleu représente le sentiment d'un renforcement des liens au sein des équipes. Comme vous pouvez le voir, les graphiques témoignent d'une progression depuis 5 ans maintenant, du renforcement des liens au sein de l'équipe grâce au digital. Progression particulièrement perceptible auprès des managers, puisqu'on est aujourd'hui à 31% des managers qui ont le sentiment qu'avec le digital, les liens au sein des équipes se sont renforcés. On n'était qu'à 18% en 2017. Donc, vous voyez, on a quand même un gap, un gain vraiment sensible. En revanche, donc si le digital tend d'une part à renforcer les liens au sein de l'équipe, on voit apparaître parallèlement un point faible, un signal faible, qui est une atténuation des liens avec le N+1. On le voit particulièrement auprès des managers, où on a aujourd'hui 27% des managers qui ont le sentiment qu'avec le digital, les liens avec le N+1 se sont distendus. On avait 22% l'an dernier, on avait aussi 22% en 2018, première année où on a introduit cette question dans le baromètre. Donc là, il y a vraiment, on va dire, une ambivalence dans l'impact du digital sur les liens entre les collaborateurs. Par ailleurs, nous nous sommes intéressés aux facteurs qui ont aidé l'entreprise à mieux affronter la crise. On avait déjà observé l'an dernier un facteur clé particulièrement important à travers les qualités personnelles des collaborateurs. Donc, ce sont les qualités qui ont été illustrées ici par les petits pictogrammes bleus. Vous voyez un petit bonhomme. Ces qualités restent encore dans le top aujourd'hui des facteurs qui ont aidé l'entreprise à mieux affronter la crise. On y trouve les qualités d'adaptation des collaborateurs, la responsabilisation ou l'autonomie des collaborateurs, qui a été un élément essentiel, en particulier dans le contexte de télétravail imposé aux entreprises dès lors qu'elles le pouvaient, mais aussi l'engagement des collaborateurs. Les outils mis à disposition ont également été déterminants, on le voit. Ils arrivent également dans le top 3, cités par 34% de l'ensemble des collaborateurs. Mais au-delà de ce premier constat, un point de vigilance nous paraît important à avoir en tête. C'est ce qu'on observe auprès des managers, où vous voyez 2 petites flèches rouges sur l'élément de droite du graphique, qui représente finalement une moindre sensibilisation des managers aujourd'hui à la capacité d'adaptation de leurs collaborateurs. Ils le reconnaissent moins, ils saluent moins aujourd'hui qu'ils n'ont pu le faire, la qualité d'adaptation de leurs collaborateurs, de même que la qualité de l'accompagnement des collaborateurs. Donc, on peut se demander à ce stade si le fonctionnement hybride n'est pas en lien, en cause, en question en tout cas, dans ces signaux faibles. Et effectivement, on observe un ressenti assez important d'un risque de distanciation vis-à-vis de l'entreprise. 60% des managers aujourd'hui craignent qu'avec le télétravail,
ils observent une diminution du sentiment d'appartenance et un désengagement vis-à-vis du collectif et de la vie de l'entreprise. Donc 60%, c'est une majorité, avec même 19% qui sont totalement persuadés de ce risque. Et pour étayer ces points de vigilance, on peut souligner les difficultés que pose le management hybride. Vous le voyez, des 2/3 des managers concernés par le management hybride, sachant que 80% des managers qu'on a interrogés nous ont dit être concernés par le management hybride. Et donc, en tout cas, près des 2/3 d'entre eux ressentent des difficultés dans ce nouveau mode de management. Et des difficultés à plusieurs titres. Des difficultés tout d'abord à évaluer le réel engagement de leurs collaborateurs. Ça leur est beaucoup plus compliqué que ce qu'ils pouvaient faire quand ils avaient tous leurs collaborateurs à leur côté en présentiel. Mais aussi, pour 63% d'entre eux, des difficultés à évaluer la véritable charge de travail de leurs collaborateurs. Mais également, donc sur un autre registre, des difficultés à organiser le temps avec le nombre de réunions en ligne qui se multiplient et des réunions qui sont, on le vit aussi tous dans notre quotidien, pas nécessairement faciles à gérer quand on a un mix de collaborateurs à distance et d'autres en présence. Donc, un management hybride qui pose quand même certaines difficultés aux managers. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut finalement en déduire par rapport aux résultats que vient de vous présenter Isabelle? Je pense qu'on a 2 ou 3 messages à faire passer. Le premier, c'est que sur la notion d'hybridation, je crois que les bénéfices, et on l'a vu dans les premiers résultats, sont clairement identifiés. Je crois qu'il y a, de ce côté, un consensus sur comment l'hybridation peut apporter, en tous les cas, un mieux-être pour certains collaborateurs et managers. Le management et l'organisation s'ajustent. Je crois que ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est pas encore complètement ça, mais on sent bien que les uns et les autres sont en train de voir comment cette hybridation peut s'inscrire de manière durable dans l'organisation et dans l'entreprise. Ce qui est un point de vigilance à avoir, c'est que, comme vous l'a dit Isabelle, il y a deux sujets. Le premier, c'est qu'on sent que, et on le voit, ils le disent, il y a un relâchement des liens, en tout cas c'est ce que disent les managers, par rapport à leurs collaborateurs. Donc, vous vous souvenez, autant sur la notion de lien dans l'équipe, ça fonctionne plutôt bien, donc c'est plutôt intéressant en termes de management. En revanche, sur le lien hiérarchique, ou le lien fonctionnel, là, il y a un relâchement des liens perçu par les collaborateurs et perçu par les managers. Et les managers, comme vous l'a dit Isabelle, identifient un risque. Ils craignent un risque de baisse de l'engagement. Donc là, la question que ça pose, c'est finalement pourquoi on a ces 2 signaux faibles. Alors, on a essayé d'interpréter ces 2 points avec David. La première explication, c'est qu'on s'est posé la question de savoir est-ce que ce n'était pas encore l'empreinte du command and control, qui est un style de management très prégnant en France et qu'on d'ailleurs on a depuis 6 ans identifié avec les résultats de nos baromètres précédents, à savoir que ceux qui disent avoir un relâchement des liens ou ceux qui disent avoir une baisse d'engagement, ce sont ceux finalement qui, dans le baromètre précédent, s'étaient retrouvés perdus dans ce nouveau style de management hybride et qui voudraient revenir à l'avant, c'est-à-dire qui voudraient revenir à plus de présentiel pour pouvoir leur permettre en tout cas de retrouver ces repères d'avant. C'est une première tentative d'explication. Deuxième tentative d'explication, c'est tout simplement que dans cette recherche de repères, on est effectivement dans l'avènement d'un nouveau management qui doit se réinventer. Et qui doit se réinventer dans une nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire travailler pour l'équipe et avec l'équipe. Ce qui présuppose finalement que le manager est une posture dite basse et qui s'appuie sur les éléments de différenciation de son équipe pour mieux la faire travailler ensemble. Et ça, c'est nouveau. Ça nécessite au management et dans les organisations de rebooter finalement les fondamentaux de ce qui a été appris jusqu'à présent pour le manager. Donc, c'est vraiment la réinitialisation d'un nouveau modèle qu'il faut peut-être envisager et qui est en train de se faire, de s'opérer dans cet réajustement. Arrive ensuite
un changement de paradigme qui nous semble important peut-être de souligner, qui est de dire finalement, est-ce que après l'autonomie, on n'arrive pas aujourd'hui à la notion de responsabilité réciproque? Qu'est-ce qu'on entend par responsabilité réciproque? C'est qu'il est d'autant de la responsabilité du manager de savoir travailler avec les membres de son équipe au bon niveau, à la bonne valeur, faire en sorte que ceux qui sont à distance créent et ceux qui doivent venir en présentiel, comment je travaille avec cette hybridation et en fonction de cette valeur à donner. De la même manière que je suis collaborateur, je dois savoir à quel moment, si je suis à distance ou si je suis en présentiel, je crée le plus de valeur pour l'organisation et donc je dois me déclarer. Et c'est pour ça qu'on parle de responsabilité réciproque. C'est à la fois et aux managers et aux collaborateurs de s'ajuster l'un et l'autre pour pouvoir déployer le maximum de valeur dans l'organisation. Donc, si on continue ou si on se focalise sur le télétravail, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va vers une normalisation du télétravail? Ce qui est clair, c'est qu'on assiste à une instauration massive d'accords de télétravail dans les entreprises. Donc, je vous rappelle qu'on est ici auprès d'une entreprise de 500 salariés et plus, hein, c'est important à avoir en tête. Et 69% des collaborateurs interrogés nous ont dit oui, il existe un accord de télétravail dans notre entreprise aujourd'hui. Et cet accord de télétravail, on le voit, donne largement satisfaction. 75% des collaborateurs en sont satisfaits, 81% des managers. Et non seulement le télétravail s'installe via les accords de télétravail, mais on voit qu'il prend de plus en plus de place en devenant un critère de choix, parmi d'autres bien sûr, mais en devenant un critère de choix dans le choix d'un futur employeur. On a aujourd'hui 36% des collaborateurs et 42% des managers qui estiment que le télétravail est primordial ou très important pour eux. Donc, c'est vraiment devenu un critère fondamental et on voit même, vous avez 2 petites flèches vertes qui vous pointent la hausse sur le caractère primordial. Ils nous disent, c'est primordial, je suis prêt à changer d'employeur pour pouvoir travailler à distance. On en a environ 10% des collaborateurs qui nous le disent. Donc, ce n'est pas anodin. Et sachant qu'une partie, bien évidemment, des collaborateurs n'ont pas la possibilité de travailler à distance, quand on ramène ces taux sur la population dont le travail est éligible au télétravail, ça représente la moitié. C'est-à-dire que la moitié des collaborateurs ayant la possibilité de travailler à distance via leur travail estiment primordial ou important de pouvoir le faire. Donc cet attachement au télétravail, bien sûr, on va comprendre, il tient à différents bénéfices. Donc évident, bien évidemment, sur l'équilibre vie pro, vie perso. Donc c'est les barres vertes que vous voyez, donc qui témoignent d'un impact positif perçu sur cette dimension-là, sur la productivité. Et ce qui est intéressant à noter et qui témoigne d'une évolution positive par rapport à ce qu'on avait pu observer l'an passé, c'est que télétravailler est aussi bénéfique pour le niveau de stress. On le voit pour les managers. Ils avaient été un peu challengés l'année dernière, le fait de devoir apprendre à gérer finalement aussi leurs équipes. Il y avait une certaine charge de stress qui s'imposait à eux. Et finalement, plus ça va, plus ils trouvent que le télétravail est également bénéfique sur leur niveau de stress, mais également sur la charge de travail, dont on voit que c'est le dernier item en bas de la page, que les bénéfices sont également plus probants qu'ils n'ont pu l'être. Mais au-delà de ces avantages, le télétravail a aussi ses limites. J'imagine que vous tous, vous le percevez aussi dans vos organisations. Le principal écueil que nous pointent les collaborateurs que nous avons interrogés est le manque de relations interpersonnelles. 36% nous en font part en disant que c'est une des difficultés qu'ils rencontrent lorsqu'ils télétravaillent. Va avec, bien sûr, sans surprise, un sentiment d'isolement. Et aussi, pour l'ensemble des collaborateurs, pour 28% d'entre eux, un espace de travail qu'ils estiment à domicile pas adapté à de bonnes conditions pour télétravailler. Effectivement, tout le monde ne dispose pas d'un espace adapté. De leur côté, les managers que vous voyez à droite déplorent
outre le manque de relations personnelles, qui est aussi le premier élément qu'ils mettent en cause, la pauvreté des échanges à distance, c'est leur deuxième frein au télétravail. Et on voit que cette critique a progressé par rapport à l'an dernier. Et en troisième point, arrive la difficulté à manager une équipe à distance. Donc, on voit que pour les managers, il y a d'autres limites, d'autres freins au télétravail, parallèlement, on l'a vu, à tous les bénéfices que, bien sûr, ce nouveau mode d'organisation peut apporter. Alors là, quels sont les messages qu'on peut retenir effectivement de ces chiffres que vient de vous présenter Isabelle? Il y a plusieurs notions. Je crois que la première notion, c'est qu'aujourd'hui, le télétravail, et on le sait, devient une norme dans les organisations. Il suffit de voir le nombre d'accords de télétravail aujourd'hui qui ont été signés en moins d'un an dans l'entreprise. On voit que ça y est, c'est parti. Alors, ceux qui avaient déjà des accords de télétravail d'une journée sont passés à 2 jours. Ceux qui avaient 2 jours, pour certains, sont passés à 3 jours. Donc, si bien, je crois qu'on arrive à une moyenne aujourd'hui de 2 jours de télétravail. Les bénéfices sont tangibles, on ne va pas y revenir, temps de trajet, pardon. Vous avez vu, même les managers voient une charge positive, en tout cas sur le niveau de stress qui diminue, une charge de travail qui diminue. Voilà, donc je crois que là-dessus, on est tous d'accord et c'est intégré. En revanche, le modèle cherche encore son efficience. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans beaucoup d'organisations avec lesquelles on travaille, et ce qu'on constate avec David, c'est que la notion de télétravail est souvent une solution de présentiel téléporté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de remise en question fondamentalement de la manière de travailler en télétravail. Et d'ailleurs, les directions des ressources humaines avec lesquelles on converse disent, bah oui, en fait, on fait un télétravail de 9 h à 18 h, donc hein, on est contraint par la loi. Et donc, on se calque tout simplement sur les mêmes horaires. Si bien que quand on commence à raisonner et quand on passe à ce télétravail téléporté, eh ben, on voit bien qu'il y a des effets indésirables qui apparaissent. Par exemple, comme vous l'a dit Isabelle, les managers qui trouvent que les échanges sont assez probos. Et puis, plus globalement, d'autres effets indésirables sont en train d'apparaître. La notion d'isolement qui est forte, hein, encore une fois, au-delà des chiffres, c'est beaucoup de discussions que nous avons avec les DRH. La baisse de concentration, qui est très très forte. Certains nous disent qu'aujourd'hui, un collaborateur, quand il commence à faire ses webconférences à 9 h ou à 8 h 30, même s'il termine à 19 h, il peut enchaîner sur un dîner et puis retrouver devant un écran si jamais il a la chance d'avoir Netflix et autres outils, si bien que pendant 15 à 20 heures, enfin 15 heures, il est devant un écran. Et ça pose des questions et des sujets de RPS pour les directions des ressources humaines aujourd'hui. Et puis, tout simplement, le lieu, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas tout le monde qui bénéficie des meilleures conditions pour télétravailler chez soi, ça c'est un premier point. Et puis, quand ils reviennent au bureau, ils s'aperçoivent que l'organisation n'est pas complètement adaptée à ce nouveau mode de travail. Et ça pose là aussi quelques questions sur pourquoi je reviendrai au bureau et pourquoi je m'installerai dans ce nouvel espace de travail que je connaissais d'avant. Et donc, ce qui est important finalement pour nous, c'est de vous dire que le télétravail est certes un levier de la transformation des organisations, c'est un levier de l'hybridation, mais il ne peut pas, encore une fois, se considérer comme une simple téléportation de cette notion de travail présentiel. Et donc là aussi, ça nécessite d'avoir une vision circulaire du télétravail. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision qui soit à la fois people, business, digital et agile, finalement assez similaire à notre positionnement, pour pouvoir intégrer le télétravail et se reposer les questions de savoir comment ce télétravail doit être mis à contribution. Et je crois que c'est le point majeur de cet enseignement qu'on peut avoir ensemble. Donc, le retour au bureau, justement, qu'en est-il? Donc le retour au bureau est aujourd'hui donc forcément mixé avec des périodes de télétravail, comme on l'a vu, et on a demandé aux collaborateurs quelles étaient leurs attentes vis-à-vis d'un espace de travail sur site. Qu'est-ce qui leur donnerait envie d'y aller, d'y retourner, puisque on sait que c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui
donner envie de revenir sur site. On leur a posé la question à nos collaborateurs de façon complètement ouverte et on a ici recueilli leurs réponses qui font ressortir, on va dire, deux grandes thématiques pour schématiser. D'une part, des attentes pratiques assez fonctionnelles. On a 46% qui évoquent des sujets autour de la qualité ou de l'aménagement des locaux, en nous parlant de matériel mis à disposition, de la possibilité de s'isoler, de locaux qui doivent être vastes, spacieux, lumineux, bien éclairés, bon, bien évidemment propres, hein, mais aussi proposer des services additionnels, donc des espaces de détente, de convivialité. Donc on a d'une part des attentes très, on va dire, assez fonctionnelles vis-à-vis des bureaux, et d'autre part des attentes plus émotionnelles quelque part, puisque 45% vont nous parler de l'ambiance et de l'environnement de travail, en nous disant que les caractéristiques d'un espace de travail attractif finalement, et ce qui les fait revenir en entreprise, sont des bureaux où l'ambiance générale est bonne, qui va favoriser la convivialité, les échanges informels, la proximité des équipes, le lien social, l'esprit d'équipe, la cohésion. Donc, tout ce côté convivial et socialisant du bureau est fondamental pour donner envie de revenir au bureau. On vous a mis ici quelques verbatims pour illustrer la façon dont les collaborateurs ont exprimé ces attentes. Et ils nous ont parlé, par exemple, d'un environnement de travail donc propre, ergonomique, avec des espaces dédiés pour travailler en toute tranquillité, voire même pour se détendre. Des espaces collaboratifs, un milieu de travail différent du milieu personnel, des liens sociaux avec les collègues. Et s'il y a des lieux de convivialité, si les locaux et les bureaux sont confortables et bien situés, proximité avec des services, des commerces, eh bien ça va m'inciter à revenir. Donc on voit qu'il y a quand même des attentes assez importantes vis-à-vis des bureaux sur site aujourd'hui. On leur a ensuite posé la question des avantages qu'ils percevaient à travailler sur site. Cette fois en question fermée à l'aide de différents items que vous voyez ici. Et les avantages perçus au travail sur site sont essentiellement liés, sans grande surprise, vu ce qu'on a déjà vu précédemment, à la sociabilisation offerte par ce travail sur site. Le premier avantage pointé par l'ensemble des collaborateurs, mais aussi par les managers, est le fait que le travail sur site offre une dimension sociale qui est largement appréciée. Par ailleurs, l'ensemble des collaborateurs, en tout cas 29%, mettent en avant, et c'est leur deuxième avantage perçu, la praticité à travailler en équipe. Élément encore plus souligné, vous le voyez, par les managers. Ça fait ici écho, on se souvient tout à l'heure de la pauvreté des échanges à distance, par exemple, que pointaient les managers. Ici, on voit très clairement voilà, le bénéfice d'un travail sur site. Pour l'ensemble des collaborateurs, le troisième avantage perçu est l'espace de travail adapté. Ici encore, c'est un point qu'on a déjà vu. Le télétravail, c'est bien, mais pour certains collaborateurs, se pose la question des conditions de travail à leur domicile. Donc, on voit bien ici, à travers ces avantages, finalement, une réelle complémentarité, un effet miroir, on peut dire, entre les conditions offertes par le télétravail d'une part et ce que peut proposer ou les bénéfices perçus au travail sur site, qui finalement sont en quelque sorte une réponse aux limites du télétravail. Et au-delà de ce travail sur site, on s'est intéressé, moi c'est une question qu'on suit aussi depuis plusieurs années dans le baromètre, au type de bureau finalement qui attire les collaborateurs. C'est sur la slide d'après. Voilà, merci Judith.
où on demande aux collaborateurs de nous dire quelle est la configuration qui leur permette de travailler le plus efficacement. Le bureau individuel fermé reste la configuration jugée la plus efficace pour travailler. Cependant, il nous paraît extrêmement intéressant d'observer qu'il perd un peu de ses atouts, il perd un peu de terrain auprès des managers, au profit d'un bureau partagé avec une équipe restreinte qui progresse, on le voit, de 5 points, passant de 21 à 26% aujourd'hui, voire, même si c'est nettement plus marginal, l'open space. On a donc, finalement, ici encore, on le voit, le bureau qui vient compenser la perte de relationnel que subit avec le télétravail, et le bureau est un lieu de resociabilisation intéressant. Merci Isabelle, merci Julien. Donc effectivement, quelques clés d'analyse de ce que vient de nous présenter Isabelle et qui est très clair. C'est qu'effectivement, l'expérience collaborateur est re-questionnée. Hein. Elle a été très chahutée les derniers mois. On ne va pas revenir sur les dernières années avec le confinement. On rentre maintenant dans une expérience collaborateur qui est un peu plus choisie, où on va pouvoir exercer un certain nombre de préférences ayant connu du full, du tout à distance. Et la question vraiment, c'est de retrouver le meilleur mix possible entre la présence sur site et chez soi, et sans tabou, que ce soit à la maille individuelle ou par équipe, hein, c'est ce que disait Julien, d'essayer de bien tenir compte des forces et faiblesses de chaque situation. Donc, ce qu'on observe, c'est un petit peu l'avènement ou l'accélération, en tout cas, de la notion d'activity base que vous connaissez pour certains, qui est vraiment de choisir la meilleure situation spatiale et temporelle en fonction vraiment de l'activité qu'on a à faire. Et si on est plus sur des activités, par exemple, de concentration, peut-être que la distance a pleinement sa place. La coordination formalisée est tout à fait possible en télétravail. Des activités plus de brainstorming ou collaboratif, on voit que ça a ses limites aussi. Donc, à chaque fois, de s'interroger à la maille individuelle et en équipe sur le meilleur mix possible, avec aussi cette notion-là de retrouver quel est le passage à l'échelle qui permet aussi au collectif de mieux fonctionner. Parce qu'on l'a tous vu, à un niveau de synchronisation, à une maille d'équipe de 4-5 personnes, pour peu qu'on les connaisse bien, que des liens préexistent et qu'ils soient forts, fonctionne plutôt bien. Par contre, le travail à distance, quand on est ramené à déjà 10-20 personnes ou qu'on est attaché à un projet ou à un programme, c'est beaucoup plus difficile de collaborer de manière élargie quand on est à distance. Donc, bien s'interroger aussi dans le choix d'activité par rapport à ce passage à l'échelle ici. Un autre point qui était pour nous clé, effectivement, c'est d'intégrer la voix du collaborateur du bout en bout dans ce parcours à la fois utilisateur sur une journée type de travail, une semaine type de travail, mais dans le parcours collaborateur au sens global, RH aussi, c'est-à-dire de l'onboarding jusqu'à des moments clés de mobilité, par exemple, puisque là, ça devient vraiment une condition discriminante d'adoption et de réussite, à la fois de permettre l'épanouissement individuel de chacun, on l'a compris, mais aussi de conditions de performance collective à tout à chacun. Donc, l'idée, c'est bien de repartir sur les usages clés, les moments clés de ce parcours-là, de pouvoir les co-construire en se disant qu'effectivement, il faut réinventer des expériences en fonction des situations. Donc, par exemple, sur site, on l'a un petit peu cité, on voit que la notion d'hospitality management, hein, c'était très clair dans les chiffres, a vraiment accéléré, où on va essayer d'avoir quasiment des standards hôteliers qui arrivent dans l'expérience de bureau tertiaire, avec beaucoup de services où le site, le bureau devient un hub à la fois serviciel, animé, voire événementialisé, avec des community managers. En tout cas, en essayant d'offrir une expérience vraiment enrichie
avec une notion de client centricity aussi qui est assez forte, et avec cette notion de flex qui s'est imposée au détriment de l'open space aussi, comme vous l'avez pu voir dans les chiffres clés. Donc voilà pour l'environnement de travail. Gardez en tête modularité, complémentarité sur site et chez soi, et puis réversibilité des espaces, évidemment. Donc ça, c'était pour la partie environnement de travail. Et je te repasse la main, Isabelle, sur les constats usages digitaux et outils collaboratifs. Voilà, donc c'est la dernière partie de notre intervention ce matin. On va se concentrer sur les outils. Dans ce contexte du développement du télétravail, on assiste à une progression sensible de l'équipement en outils qui vont permettre ce travail en mobilité et le maintien d'un lien physique. On le voit ici, par exemple, avec l'équipement en ordinateur portable et en caméra qui n'a cessé de progresser depuis 6 ans, avec un vrai gap en 2020, on l'a vu, et que ce soit pour l'ensemble des collaborateurs ou pour les managers. Donc ça, c'est un élément intéressant à noter. L'équipement progresse. Dans ce même registre, on observe aussi un très fort développement de l'équipement en outils et solutions d'échange, en outils collaboratifs. On voit quasiment tous les outils sont en hausse en termes d'équipement, notamment pour les managers, que ce soit les solutions de type intranet, les portails, les solutions, les logiciels bureautiques en ligne qui se mettent à jour, des outils de stockage documentaire, des solutions de visio, des outils de travail collaboratif. On voit que 63% des collaborateurs en sont équipés aujourd'hui, ils étaient 54% il y a un an. On a également le chat interne, donc en tout cas de nombreux outils dont l'équipement progresse, avec un usage qui tente à progresser aussi. Vous le voyez, hein, c'est la première barre bleu foncé, en particulier sur des logiciels bureautiques ou sur des outils de travail collaboratifs dont on voit que les usages progressent sensiblement. Et pour terminer, ce qui nous paraît intéressant, c'est de se dire, au-delà de ce constat de la progression de l'équipement et des usages, on voit que la perception va également dans le bon sens. C'est-à-dire que les collaborateurs, tout comme les managers, sont de plus en plus nombreux à s'estimer bien équipés pour travailler efficacement à distance. On a aujourd'hui 47% des managers, de l'ensemble des collaborateurs versus 40% l'an dernier qui ont ce sentiment, 58% des managers versus 49%. Et si l'on ramène une fois encore ces taux sur la population dont le travail permet de travailler à distance, on arrive à 7 collaborateurs sur 10, donc une très large majorité, qui ont aujourd'hui la conviction d'être bien équipés pour travailler efficacement à distance. Et alors effectivement, là encore, en termes d'analyse, la notion qui nous paraissait intéressante, c'est qu'effectivement, tous les éditeurs du marché de solutions collaboratives, de plateformes intégrées, d'outils le disent, ils ont gagné avec l'effet Covid parfois 2 ans, 3 ans en termes de déploiement. Donc maintenant, l'idée, c'est d'être au-delà de l'adoption un petit peu en masse, de réfléchir à cette intensification des usages, de pouvoir la qualifier et d'arriver à pérenniser finalement les usages métiers à plus forte valeur ajoutée, qui vraiment apportent un plus à la fois à l'entreprise et aux collaborateurs, avec, comme vous le voyez, une logique d'adoption plus qualitative, d'accompagnement peut-être plus fin. Donc, c'est très clairement dit dans l'enquête, on est plus sur des notions d'accompagnement par petits groupes, voire de coaching individuel, pour vraiment indexer sur des cas réels, on va dire, ressentis par les équipes. Un autre point, c'est qu'effectivement, l'organisation a dû s'adapter. Je pense que Julien l'a bien expliqué par rapport à ces nouveaux usages et réussir à se réinventer. Donc nous, on a par exemple un acronyme qui fonctionne bien, qui est une bonne ligne de lecture autour de ceux qui nous connaissent du
code, qui est l'idée qu'effectivement, une base, c'est vraiment de bien canaliser l'information, la connaissance, et ça devient un vrai enjeu en année 2 ou 3 de massification des usages. C'est qu'autant on était très à l'aise sur la partie fonctionnelle, communiquer, partager avec des usages collaboratifs, autant il faut arriver maintenant à structurer toute cette base de connaissances, en faire bénéficier l'entreprise. Donc, il y a cet enjeu de canalisation, il y a le haut de code sur l'organisation, le juste rythme. Alors, il y a beaucoup de chartes qui se mettent en place, d'outils qui permettent de réserver des temps de travail sur site, à distance. En tout cas, il y a tout un aspect là-dessus très important. Le D, un peu en résumé, qui est au-dessus de la notion de détection des signaux faibles. Qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne dans les deux sens, soit sur site, soit à distance, pour pouvoir tout de suite être réactif et pouvoir intégrer ces évolutions-là. Et puis le E sur l'énergisation de l'équipe, où effectivement, quelle que soit la situation, on sait que maintenant, ça sera très difficile d'avoir toute une équipe au même moment sur un site. Comment on arrive à énergiser l'ensemble des acteurs d'un projet, d'un programme, par exemple, de transformation, sans pouvoir les réunir complètement sur site ou très, très régulièrement. Un dernier petit point sur effectivement les dotations, la mobilité qui s'est hyper renforcée. Donc, c'est effectivement à la fois les suites collaboratives, mais c'est aussi la dotation d'outils, type, on a parlé des ordinateurs portables. Bon, maintenant, presque un collaborateur sur 2, vous avez vu, et 2 collaborateurs sur 3 en tant que manager sont dotés. Donc, effectivement, il y a quand même à réinventer aussi ce mode de fonctionnement par rapport à ces outils-là pour trouver le juste équilibre dans le mode de fonctionnement. Gardez en tête que, peut-être pour conclure, que ceux qui travaillent en ce moment peut-être sur l'employee value proposition, sur les sujets aussi de rétention des talents, d'attractivité, que ce sujet-là est vraiment un sujet clé. Isabelle l'a dit, c'est que une entreprise faiblement digitalisée ou qui n'offre pas une bonne flexibilité grâce au digital dans ses modes de travail, ce critère-là remonte dans le choix de rester ou de poursuivre une expérience chez un employeur, ou alors en choix plus différenciant ou préférentiel d'un employeur à un autre. Donc effectivement, c'est des tendances qui sont accélérées et qui risquent de se pérenniser dans les années futures. Alors peut-être finalement les questions qu'on peut se poser. Oui. Je ne sais pas si Judith peut nous passer la dernière slide. Voilà. Finalement, les pistes de réflexion qu'on vous propose, on l'a compris au regard des résultats qu'on vous a présentés, c'est il y a une nécessité aujourd'hui de réinventer les postures, les pratiques et les environnements de travail au regard du contexte hybride. Se poser objectivement la question de savoir si le télétravail tel qu'il a été mis en place n'est pas une simple composition du présentiel, et ce qui vous permettra d'éviter peut-être les effets indésirables dont on a parlé tout à l'heure. Vérifier régulièrement la perception des collaborateurs par rapport au télétravail. Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, quels sont les atouts qu'ils ont identifiés et sur lesquels vous ne pouvez pas capitaliser. Accompagner et former les managers de manière plus personnalisée sur ces notions d'hybridation. Travailler cette notion de réciprocité, de responsabilité réciproque. Réinventer l'évaluation des collaborateurs au regard du contexte nouveau hybride, de ce contexte hybride. Aujourd'hui, on parle parfois maintenant même de discrimination entre celui qui serait en présentiel et celui qui serait en distanciel. Donc attention aux déviances là aussi, de mettre bien tout le monde au même niveau, et surtout comment je peux évaluer un collaborateur que je vois un peu plus rarement. Et enfin, comme le disait à l'instant David, il faut intégrer la voix collaborateur en concluant avec lui les parcours, les usages et les modes de travail de demain. Et ça, c'est fondamental. Et plus vous le ferez, plus vous serez dans une trajectoire qui est, en tous les cas, celle recherchée par rapport à ce nouveau contexte et ce nouveau paradigme. Alors, on a été un peu plus long que prévu, de 10 minutes. Ça nous arrive, c'est comme ça. Est-ce que, par hasard, Judith, il y a des questions, une ou deux questions auxquelles on pourrait répondre? Oui, effectivement, il y a quelques questions, Julien. Donc, nous avons une première question
qui est la suivante. Avec le digital et le télétravail, les outils ont tendance à se multiplier. Quels sont vos conseils pour réguler l'utilisation des outils et éviter la surconnexion, sursollicitation? Je me lance et tu complètes, Julien, si tu veux. Oui, alors effectivement, on a un peu parlé tout à l'heure collaborateur, mais là plus précisément du parcours utilisateur. Hein, et effectivement, à la fois, il y a une logique de plateforme un peu unifiée, on essaie d'avoir un maximum de fonctionnalités intégrées, mais on voit bien qu'on fonctionne quand même sur différentes plateformes, différents outils. Et que c'est un vrai enjeu effectivement d'adoption, c'est la question, mais aussi de switch attentionnel. Hein, on passe de l'un à l'autre, un certain nombre de notifications qui sont croisées. C'est pour ça que repenser le parcours utilisateur, le conseil, c'est aussi d'être dans une logique de simplification, de repartir de l'usage, parce que la difficulté du digital, c'est qu'un certain nombre de fonctionnalités peuvent permettre de faire justement différentes choses en un endroit. Donc, essayer de le rationaliser, de le repenser à la maille de l'équipe, sans tabou, encore une fois, parce qu'on peut très bien aussi abandonner des choses, privilégier, enfin, vraiment faire des choix. Et c'est plutôt ça qu'on conseille. Et essayer de travailler sur une journée type, sur un process d'activité type, hein, de bien réfléchir à l'avant, séance par exemple, travail de connexion, travailler les objectifs, le format de la séance de travail, hein, le temps idéal pour pouvoir être efficace, et puis surtout, un petit peu parlé tout à l'heure, ce travail un peu asynchrone qu'on a tendance à oublier, c'est le travail après la réunion et d'une réunion à une autre, ou en tout cas pour essayer d'avancer, où on voit que finalement on a des tunnels de réunions, enfin on a tous vécu ça, parfois de format très très court, on enchaîne, et c'est le travail entre ces séances, la coopération asynchrone chute. Donc là encore, pas de solution miracle, mais le repenser en équipe est sans doute la meilleure chose. Oui. Une autre question, Judith? Oui. Vous n'avez pas évoqué la grande démission qui arrive en France après les États-Unis. Comment expliquer cette nouvelle relation au travail, surtout chez les jeunes et nouveaux diplômés? Alors peut-être que déjà on peut peut-être l'expliquer avec la période ici, enfin le moment où on a fait ce sondage, Isabelle, peut-être? Oui, on a réalisé cette étude en janvier, donc en début d'année. Donc on était à un moment où on était tout au début de la nouvelle consigne, des nouvelles consignes gouvernementales de refaire du télétravail, de repasser à minimum 2 jours de télétravail ou minimum 3 jours de télétravail en entreprise. Donc l'étude a été réalisée au mois de janvier, après la reprise, à la reprise après les congés de fin d'année. Après, il est certain que sur cette notion de grande émission, donc effectivement qui a commencé aux États-Unis et sur lequel je crois qu'il y a des statistiques qui viennent de sortir récemment, hein, on sait que je crois que le taux de démission a augmenté de plus de 20% entre l'année 2020 et 2021, quelque chose dans ce style-là. Bah, ça veut dire qu'effectivement, il va falloir être d'autant plus vigilant dans les organisations par rapport à tout ce qu'on vous a exposé. C'est-à-dire que ce sont autant de facteurs qui peuvent faciliter ou qui peuvent être des effets déclencheurs par rapport à un collaborateur qui se poserait des questions. Hein, si je ne peux pas télétravailler, vous l'avez vu, hein, c'est déterminant aujourd'hui, de plus en plus déterminant pour un collaborateur. Ceux qui sont dans les ressources humaines, je crois que c'est une des premières questions que posent de nouveaux collaborateurs, savoir s'il y a bien du télétravail dans l'organisation. Et puis on voit bien là aussi qu'il y a tous ces sujets de parcours collaborateur, d'expérience collaborateur, comment j'épanouis le collaborateur finalement dans ces nouveaux modes de travail. Ce sont des pistes qu'il va falloir sérieusement adresser et rapidement pour éviter, en tout cas, ou en tout cas pour contenir cette démission, cette grande émission qui a l'air de poindre. Alors ensuite, on me demande si on ne voit pas apparaître un big divide entre générations de collaborateurs. D'un côté, les télétravail coworking flex natives et de l'autre, les plus âgés qui ont encore en tête des modèles plus anciens et qui peuvent perdre plus de repères.
Oui, en tous les cas, c'est une explication qu'on essaye de, c'est une des explications que je vous ai présentées tout à l'heure, qu'on a eues avec l'équipe, c'est de se dire qu'effectivement, il y a cette bipolarisation qu'on a identifiée l'année dernière, elle est peut-être encore latente aujourd'hui. Et qu'effectivement, il y a des managers qui ont compris et qui sont déjà dans cette posture-là, de posture basse, de co-travailler avec, et des managers qui eux-mêmes, une autre partie manager qui sera encore dans je travaille dans le contrôle, tu es là, donc si tu es là, je te vois, je suis plus à l'aise et donc c'est sûrement que tu travailles. Voilà. C'est ça qu'il faut faire évoluer. Et encore une fois, c'est une culture très prégnante en France. Donc, je ne sais pas si j'irai sur le descriptif tel qu'il a été fait avec un peu Ouais. d'humour, mais Après, ouais, sans doute qu'il y a une lecture générationnelle mais qui était déjà présente avec les digital natives et qui cesse de poindre. Après, quand on observe plus précisément, on n'a pas parlé du coworking spécifiquement, là c'est dans la question, mais effectivement, on voit quand même, Isabelle l'a montré, qu'on gagne un certain nombre de points. On est à 10-15%. Donc, je ne sais pas si c'est juste en termes de population et d'âge, mais on voit que les pratiques évoluent de manière quand même forte. Il y a des cultures hein, qui se recréent à travers les usages. Et il faut sans doute faire attention de ne pas trop non plus caricaturer. C'est-à-dire qu'on peut avoir un certain âge et être plutôt technophile et à l'aise. Ce que nous, on observe plus, c'est qu'évidemment, les entreprises ou les métiers à plus forte maturité digitale ont eu tendance à accélérer assez naturellement et ont pu mettre le curseur encore plus loin. Là où forcément, pour des individualités ou des collectifs qui étaient peu dotés, qui n'avaient pas trop cette culture-là, la marche est forcément assez importante. Après, l'aspect générationnel, on le connaissait, ce qui s'est accéléré sans doute ces derniers mois avec l'expérience qu'on a eue. Il ne faudrait pas que ce soit la seule position parce que ça n'aurait pas de sens. une dernière question, Judith? Oui, alors j'ai une dernière question, effectivement. Les managers maîtrisent-ils réellement les pratiques et les outils d'animation hybride? Bah, je pense que c'est un des points. Alors, on n'a pas fait un sondage sur l'ensemble des managers, mais ce qu'on voit de notre expérience en management, bah, on sent que non. On sent bien que non. Ils ont des intuitions, certains en déduisent certaines choses, évidemment, mais il faut quand même donner un cadre, il faut redonner quelques fondamentaux. Hein, on a connu les fondamentaux du management il y a une vingtaine d'années, hein, et ça existe encore d'ailleurs. Bah, je crois qu'il faut faire apprendre les fondamentaux du management hybride pour justement peut-être battre en retraite des représentations limitantes, de bien comprendre comment tout ça fonctionne. Et encore une fois, cette notion de responsabilité réciproque nous paraît importante. C'est-à-dire que oui, il est des responsabilités du manager de faire en sorte de travailler avec, mais il est aussi la responsabilité du collaborateur de travailler pour l'organisation et pour le manager et avec le manager, je dirais. Et je crois que c'est vraiment ces deux notions-là qu'il faut avoir en tête. Donc, il faut continuer à former, il faut continuer à développer, parce qu'encore une fois, c'est vital et c'est nécessaire, et qu'on est véritablement dans un changement de paradigme, hein, ça, on l'a tous compris, ça fait 2 ans qu'on en parle, mais là, plus que jamais, il existe. Hein. Je crois qu'on ne reviendra pas sur les accords de télétravail, on ne reviendra pas sur l'hybridation, c'est fondamental aujourd'hui. Alors, si c'était la dernière question, ce que je vous propose, bah, c'est de vous remercier tous pour tous ceux qui nous ont suivis pendant cette heure. Je voulais remercier bien sûr Isabelle et David, et puis Judith qui a beaucoup contribué à l'organisation de ce webinaire et de notre baromètre, parce que Judith est une grande actrice dans le projet. Merci encore Isabelle pour ces résultats qui, je pense, sont tout aussi intéressants et même par rapport aux années précédentes, mais cela donne des nouvelles perspectives. David, pour ton analyse. Et puis, merci à vous tous encore une fois. Donc, tout ça a été enregistré. Vous aurez la possibilité de revoir le webinaire. Et puis, si cela vous intéresse, avec David, on fait des présentations dédiées dans les organisations, ce qui vous permet à vous de réunir finalement les personnes clés, monsieur ou madame digital, monsieur ou madame SI, monsieur ou madame RH, monsieur et madame transformation. Et ça permet de mettre et de réaligner un peu tout le monde sur ces enjeux-là. Monsieur, madame, environnement de travail, bien sûr, et donc de poser le sujet, et souvent, en tout cas, à chaque fois qu'on l'a fait, on a une richesse d'échange et d'alignement, en tout cas, sur les enjeux d'organisation.
Voilà, donc n'hésitez pas si cela vous intéresse de nous contacter. Et puis donc à très bientôt pour un prochain webinaire, Julie Starwen. Merci encore. Dernier mot, juste, on me demande si la présentation va être diffusée par la suite. Alors, on va faire encore mieux que ça. On vous a préparé un document spécifique avec les chiffres clés et notre analyse qui vous sera envoyée par la suite. Voilà, tout est prévu. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.